C'est quand j'étais gamin, j'avais vu un sketch de Bigard à la télé. Alors évidemment, Bigard, c'est loin de l'univers de ce que je défends, et surtout à l'époque. Mais, euh, mais je le voyais, lui, faire rire des gens. Et quand j'ai intégré que c'était un vrai taf et que tu pouvais gagner ta vie avec, d'abord, je me suis dit que c'était une arnaque sans nom. Quand t'es gamin, tu penses pas, il y a soit boulanger, soit des métiers comme ça où il y a des bonbons illimités, ou tu vois, des métiers simples. Mais comique, humoriste, je pensais pas qu'on pouvait faire ce taf-là et puis que ce soit rémunéré en fait. Et quand j'ai intégré ça, je me suis dit, mais en fait, c'est un métier, sachant que je passais ma vie à faire ça, parce que moi, ça me fait du bien de faire rire les gens. Je me suis dit, bah non, mais il y a pas de question, quoi. Donc j'avais 7 ans, et puis à 15 ans, quand tu réfléchis vraiment à ce que tu dois faire, je me suis dit, bah non, je vais finir humoriste, c'est pas possible autrement. Ouais, très bien, j'ai eu beaucoup de chance moi. Ma première scène, c'est un truc, je me suis pas rendu compte de la chance que j'avais sur le moment, mais je suis arrivé à Paris en 2004, en janvier 2004, et en avril 2004, j'ai passé un concours, j'étais au cours Florent, je m'étais inscrit là-bas parce que je savais pas trop quoi faire. Et j'avais très envie d'apprendre aussi à jouer pour monter sur le plateau. Et j'ai vu une annonce qui disait bah, concours de comique, faut écrire sur tel thème, envoyez vos vidéos quoi. Je le fais, je passe l'audition, les mecs me disent bah c'est cool, c'est sympa, on a envie. Et puis en fait ils avaient monté un gros festival au Palais des Glaces, qui est la salle qui est juste dans la rue au-dessus. Et c'était ma première scène, mais moi je trouvais ça absolument normal de jouer devant 500 personnes si tu veux. J'avais vu qu'il y a des humoristes au Zénith, donc d'un coup je me retrouve avec une salle de 500 places où je trouve que c'est une petite salle en réalité. Et donc ce soir-là, tout marche bien. En plus, l'accueil du public est vraiment bon. Je gagne le prix du public, le prix du jury et le prix du meilleur comédien. Donc je rafle tout. Donc je suis sorti en me disant c'est facile de faire l'humour en fait. Le premier truc que je fais, je rafle tout. J'ai déjà écrit un sketch qui est génial. Et dans ma tête c'était génial, mais en vrai, la répétition, le jouer, puis tu te rends compte qu'en fait c'est faible par rapport à tout ce que tu peux faire quoi. Donc après, je suis rentré dans le vrai taf. Mais je pense que cette première a été salvatrice. Ça fait du bien dès le début de te dire en fait je peux. Ça m'a fait prendre en autorité, jamais j'aurais fait l'Olympia sans ça, mais ça m'a fait surtout prendre conscience d'un truc, c'est qu'effectivement je suis capable d'écrire régulièrement et je suis capable d'affronter un jury, je suis capable de. Tu sais, c'est l'émission la plus violente du monde, donc à partir de maintenant, quand un mec m'aime pas et qu'il m'envoie un mail, j'en ai rien à foutre. Alors qu'au début, c'est très impactant, au début tu es triste, tu te dis ah merde, pourquoi, tu as une volonté de faire marrer et il y a un mec que t'as pas touché, bon, ça fait chier quand même. Donc tu te remets en question beaucoup. Et puis en fait, tu te remets en question pour un mec qui a dit de la merde. Et peut-être que tout le reste de l'univers était d'accord avec toi, mais ce mec-là qui s'est exprimé, t'as biaisé. Bah, on ne demande qu'à en rire m'a renforcé là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jean Benguigui me dit faut pas faire du stand-up et que je me dis bah si, parce que c'est ce que j'ai envie de défendre, à partir du moment où Jean Benguigui dit ça et que je résiste, il n'y a aucune raison pour que je résiste pas quand un mec sur internet m'envoie un message en disant le stand-up c'est nul. Bah non, moi j'écris, moi je travaille, j'ai une dose derrière moi d'expérience qui fait que peut-être que pour toi le stand-up c'est nul, mais c'est ça qui est la force de cette émission, c'est que tu as aussi plein d'autres choses à regarder. En revanche, bah, il y a peut-être 300 personnes en France qui aiment bien le stand-up et ces 300 là j'ai envie de les toucher quoi. Bah, le principe c'était que en fait j'ai réalisé un truc, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dans cette émission dont on ne demande qu'à en rire pour faire le lien avec la question précédente parce que ça me donnait un ennemi. C'est-à-dire que mon spectacle était prêt, il vivait tout seul. Et puis j'avais cette espèce de devoir de réfléchir en permanence pour trouver de nouvelles idées. Et à partir du moment où l'émission s'est arrêtée, on n'avait plus ce truc-là. J'avais mon spectacle qui tournait, qui était bien, le deuxième d'ailleurs, que je venais d'écrire. Et puis au bout de 25 représentations, bah, on rentre un peu dans un schéma plan-plan, c'est-à-dire que la journée, tu réfléchis un petit peu à comment t'adresser à ton public, comment trouver des idées de communication, mais ça devient très vite une routine qui ne me plaisait pas. Une routine qui n'est pas créative. Et donc à partir du moment où la routine n'est pas créative, quand tu montes sur plateau, tu n'es pas créatif. Et quand tu montes sur un plateau en n'étant pas créatif, c'est-à-dire que tu n'as pas la soif de donner quelque chose, ton spectacle il finit par se déliter et devenir un peu moins bon. Et donc je me suis dit en fait, il ne faut pas que je me laisse aller là-dedans. Il faut que je sois dans la survie. J'en parlais au tout début à la première question, on est obligé d'être dans la survie. On est obligé de ne pas être dans le confort. Et créer l'Inglorious Comedy Club m'obligeait à être présent en présentateur, c'est-à-dire déjà réunir les potes et ensuite chaque semaine livrer du nouveau matériel, parce que je ne pouvais pas livrer moi le matériel de mon spectacle et le jouer avec un public qui avait vu mon spectacle, donc j'étais obligé déjà de faire du neuf. Et ça m'a fait du bien. Et de même de ça est découlée l'autre envie, celle d'arriver sur YouTube avec un format différent, mais peut-être que c'est la prochaine question. Donc du coup, bah, pareil, l'idée de la création. Ça y est, une fois que j'avais été capable de présenter l'Inglorious Comedy Club en improvisation tous les mardis,
j'avais besoin d'écrire maintenant. Il fallait que j'écrive du solide et quelle est la meilleure solution pour écrire du solide à part avoir une caméra qui te filme et que tu es dans la merde comme sur On ne demande qu'à en rire, il n'y en a pas. Donc je me suis dit, tiens, ce serait même très intelligent d'arriver un petit peu dans du... Je regardais ce que faisaient les mecs sur internet et puis évidemment, quand tu vois un Norman qui débarque sur scène après avoir fait de l'internet et puis se retrouver dans des grandes salles, tu te tiens, c'est un outil de com qu'on n'avait pas prévu. Donc comment moi je peux intervenir sur YouTube? J'avais très envie, ça faisait 1 an et demi que je réfléchissais. Et puis j'en tourne un premier dis donc internet dans ma chambre, enfin dans mon appart, et en vrai c'est pas bon du tout. Et qu'est-ce qui me manque en fait? C'est cette putain d'oreille, c'est que j'ai besoin de parler à des gens. Donc je me dis c'est pas grave, je vais le faire en live, ok? Je pose ma caméra, je joue. Le problème c'est qu'il me manque ce regard caméra, c'est le moment où tu concernes la personne. C'est-à-dire que toi là je suis en train de te parler, parce que je te regarde. Mais si je te parle à toi, eh ben, le mec il est moins concerné par son propos, il me regarde te parler. Et l'idée ça avait été de s'imposer de ne pas parler aux gens qui étaient dans la salle. Donc la meilleure solution c'est de se mettre de dos pour être sûr de ne pas leur parler, c'est-à-dire d'avoir juste l'écoute. Et à partir du moment où j'ai la caméra ici, en parallèle, je faisais mon tweet live que tu as vu avec l'écran géant dans la salle. J'ai posé ma caméra, je vois le public derrière, je me dis oh putain, est-ce qu'on n'a pas juste l'émergence de la petite idée qui fait que si tu branches ta caméra en HDMI qui a l'air diffusée sur l'écran géant, non seulement les gens sur internet vont voir que tu leur parles à eux, mais en plus les gens dans la salle vont avoir accès à ça, puisqu'ils ont l'écran géant avec ce truc là. Je branche la caméra, ça fonctionne, le premier sketch, alors après l'écriture ça a progressé évidemment, mais dès le premier sketch on sent qu'il y avait un truc quoi, et je me dis ah, c'est tellement l'idée que je rêvais d'avoir quoi. Alors il y a plein de choses, à la base oui, à la base le premier truc, tu as une feuille blanche, de quoi je parle, je vais parler de ce qui me touche. Ensuite de cette feuille blanche, on finit par avoir des idées, et puis écrire des trucs qui deviennent un peu plus creusés. Et au fur et à mesure de cette avancée-là, le spectacle vit sur le plateau, et moi j'écris beaucoup en live. J'écris beaucoup, enfin, c'est-à-dire j'écris pas en live avec un papier, un stylo, mais par contre, le public m'apporte des choses. Tu vois que là, il y a un rire, un deuxième rire, un troisième rire, ah, il nous manque la putain de punch finale, et bah tu la grattes quoi, tu vois. Et le spectacle est beaucoup écrit dans cette direction. Et puis, au fur et à mesure, j'ai apporté une dimension presque pédagogique à ça, avec qu'est-ce que le rire, pourquoi moi je fais marrer, quel est mon intérêt à faire rire, comment c'est difficile de faire rire, tout ça, ça a enrichi le spectacle. Et puis au fur et à mesure, il y a aussi eu des histoires qui me sont arrivées en live et que j'ai envie de raconter aux gens. Ces angoisses, ces échecs. L'Inglorious Comedy Club a été créé pour ça aussi. À la base, raconter mes échecs. L'Inglorious quoi. C'est pas glorieux, c'est raté. Et finalement, c'est ma démarche dans laquelle je suis. C'est raconter aux gens comment moi j'échoue. Et finalement, c'est tout le paradoxe de ça. Réussir à expliquer comment, en étant un papa, parce qu'évidemment, j'ai pas une gueule de papa. Tu me vois comme ça, tu vois, je suis un gamin, moi, je suis un enfant quoi. Et pourtant, j'ai un enfant qui compte sur moi, qui me regarde et qui se dit ce mec est le meilleur. Alors que non. Et ben c'est intéressant à raconter. Donc tout ça, j'avais envie d'en parler et j'avais envie de creuser pour réussir à avoir un spectacle qui soit à la fois pédagogique et à la fois quotidien. Et puis en même temps, il y a des choses qui sont passées. C'est-à-dire qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu les attentats il y a 2 mois. Et tout ça, tu réalises à quel point on a un rôle important, nous les humoristes. À quel point on ne doit pas juste faire rire du quotidien, c'était mon truc jusqu'à présent. C'était raconter des choses du quotidien et puis faire du bien au public. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais une portée plus grande. Réussir à faire rire sur des sujets qui sont forts comme celui-là, comme après le handicap, je suis allé parler du handicap, parler de la maladie, du cancer, tout ça c'est des sujets qui sont très forts et sur lesquels je m'étais jamais aventuré et j'ai pris conscience de ça avec le public. Quand tu vois que le public se dit bah ouais j'accepte que tu parles de Charlie Hebdo, c'est même important, c'est même salvateur. J'adore entendre les gens se marrer quoi. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Faire rire quelqu'un, le sentir mieux. Ouais, je kiffe quoi. Alors je vais pas jouer le couplet de l'humoriste qui est vraiment moi assez purement généreux, mais en vrai j'adore ça quoi. Et donc oui, il y a de l'ego là-dedans. Faire rire des gens qui te disent à la fin merci, je me suis marré, oh, mais il n'y a rien de mieux au monde quoi. Faites-le, je te reviens de toi, fais ça. C'est génial ce métier. Vraiment. Blablabla. Ouais, c'est compliqué. Je dirais gamin. Parce que je suis vraiment un enfant. Quand je suis sur le plateau, j'ai ce plaisir de jouer comme un enfant quoi. Où t'as juste ouais, voiture rouge, voiture bleue. Voilà, j'essaie de retrouver ça, j'essaie de retrouver ce plaisir qu'on avait à fouiller dans les Lego pour trouver et monter des pièces. Et bah là c'est pareil, j'essaie de monter le plus beau jouet et de jouer avec pendant mon spectacle.